Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les travaux débutent ce samedi. Ils se déroulent en commission et en plénière avec le concours d'experts. Les résultats de ces réflexions serviront à préparer la 9e conférence au sommet des chefs d'État. Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de la bonne gouvernance, Epiphane Zoro Bibalo, a échangé hier vendredi avec les ambassadeurs de France et du Canada. Les mécanismes et les appuis nécessaires à la promotion de la bonne gouvernance ont été passés en revue au cours de ces échanges. En Inde, des dizaines de morts enregistrées suite aux intempéries dans l'ouest du pays. Au moins 76 personnes ont été tuées à Bombay, la capitale. Au moins 59 personnes sont portées disparues. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Dans le cadre du traité d'amitié et de coopération, le TAC, les experts ivoiriens et burkinabés tiennent une rencontre sur 2 jours. Les travaux ont démarré ce samedi. Ils se déroulent en commission et en plénière et les résultats auxquels parviendront les experts seront entérinés par les ministres et serviront à préparer la 9e conférence sommet des chefs d'État du TAC qui se tient en Côte d'Ivoire. Le TAC, justement, on en parle encore, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, né en 2008, témoigne de la volonté commune des 2 États de renforcer la coopération et l'amitié entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Cette 9e conférence devrait permettre de faire le point de cette coopération et surtout d'œuvrer à son renforcement. Alexis Ouedraogo. Abidjan abrite du 24 au 27 juillet prochain la 9e conférence du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, le TAC. La conférence sera marquée par un conseil conjoint de gouvernement coprésidé par le Premier ministre Patrick Hachi et son homologue Joseph-Marie Dabiré. Au centre des discussions, les accords de coopération ivoiro-burkinabé dans un contexte marqué par la lutte contre la Covid-19 et le terrorisme. Le 30 avril dernier, au terme de la 4e réunion du comité conjoint de suivi des décisions et recommandations du TAC, les ministres Alpha Bari et Kandia Camara en charge des affaires étrangères des 2 États ont salué les progrès enregistrés dans de nombreux secteurs et les résultats obtenus sur plusieurs axes de coopération, même si beaucoup reste à faire. Notons que la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération s'était tenue fin juillet 2019 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, les 2 chefs d'État avaient procédé à l'évaluation de la coopération et entériné des mesures visant à renforcer les relations entre les 2 pays. Les 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, on partage des liens historiques. Les histoires, ne manquent pas les histoires d'intégration. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les 2 premiers présidents, Maurice Yaméogo et Félix Houphouët-Boigny, ont tout fait pour œuvrer dans le sens du renforcement de cette fraternité. Je vous invite à suivre ce reportage d'Éric Goré qui, de passage à Ouagadougou, a pu mesurer cette intégration. Bienvenue au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où vivent des ressortissants du monde entier, parmi lesquels de nombreux Ivoiriens présents dans tous les secteurs d'activité. Ouadja vit au Burkina Faso depuis 15 ans. Marié à une femme burkinabé, il a la double nationalité. Cet Ivoiro-burkinabé exerce dans la restauration. Ses jours de repos, il les passe ici, avec ses burkinabés d'un certain âge. Kwasi Ouadja a la quarantaine, mais il a fait de ces personnes âgées ses amis et même ses confidents. Il nous parle de sa vie au Burkina Faso. J'avais des préjugés d'abord en venant au Burkina. Quand il dit au Burkinabé, on dit oh, c'est le désert, il fait chaud. Mais j'ai vu que j'étais à l'aise. Je me déplaçais partout. Je vois qu'on crie mon nom Ouadjas. Puis c'est mon nom Ouadjas. À Moré, ça dit Ouadjesse. Par le biais d'un ami qui est venu me rendre visite à l'ambassade, je vois une belle fille. Et celle-là me plaît très bien. Et celle-là, c'est parti. Nous sommes mariés. Aujourd'hui, on a fait au moins 2 enfants. Cette amitié entre Ivoiriens et Burkinabés ne se raconte pas sans souvenirs positifs comme négatifs. C'est quelqu'un vraiment qui me plaît, pas moi seul d'ailleurs, parmi vous avez vu vraiment ses amis ici. C'est quelqu'un qui est très bien intégré vraiment au Burkina. Et moi, connaissant un peu la Côte d'Ivoire, parce que j'ai travaillé au consulat comme agent consulaire, j'étais aussi à la Capamsi comme agent de bureau à la coopérative des acheteurs de produits maraîchers de Côte d'Ivoire comme agent de bureau. J'étais aussi membre du bureau politique national ODPMT comme CDP. On a sillonné partout la Côte d'Ivoire pour mettre les structures en place, de l'est à l'ouest, du nord au sud.
Donc je connais très bien la Côte d'Ivoire. Des souvenirs, il y en a à profusion. Albert Ouedraogo est ancien ministre dans le gouvernement burkinabé. Ces moments passés en Côte d'Ivoire l'ont marqué. Nous avons pu mesurer la chance qui a été la nôtre d'être né en Côte d'Ivoire et d'avoir bénéficié d'un certain nombre de facilités en matière d'études et en matière de bourse. Moi, personnellement, j'ai eu droit à la bourse depuis la 6e jusqu'en terminale. C'est pour tout cela que Albert Ouedraogo projette d'organiser une caravane de reconnaissance du peuple burkinabé à la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, j'ai pensé qu'on pouvait organiser une caravane avec un certain nombre de personnes qui ont évolué en Côte d'Ivoire et qui sont venus au Burkina et qui pourraient, à travers cette caravane-là, aller saluer les autorités présentes de la Côte d'Ivoire en mémoire de toute la politique que le président Félix Houphouët-Boigny avait développée qui permettait de vraiment construire l'intégration, l'amitié, la fraternité. Environ 3 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, dont 61% sont nés dans le pays, selon le recensement de 2014. Et l'intégration du côté des deux pays, on en parlera encore certainement dans nos prochaines éditions. Mais avant, sachez que le plan stratégique de l'intégration 2021-2025 a été adopté au cours de séminaires. À Grand-Bassam, il a été soumis à une trentaine d'experts issus de plusieurs ministères et organisations internationales et sous-régionales. C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le document devrait permettre à la Côte d'Ivoire de réussir son intégration dans l'économie mondiale par une coopération avec les pays voisins. On en sait plus avec Michel Digré. C'est une étape importante qui ouvre la voie à l'élaboration d'un projet de communication au Conseil des ministres pour l'adoption du programme stratégique de l'intégration par le gouvernement. Fruit d'un processus de réflexion inclusif entamé en juin 2016, le PSI a été validé après 2 jours de travaux par une trentaine d'experts. Le plan stratégique se décline en 3 axes principaux. Optimisation de la gouvernance nationale en matière d'intégration africaine, renforcement du rôle de la Côte d'Ivoire en matière de politique d'intégration africaine et de coopération régionale et contribution de l'intégration africaine au développement économique, social et durable de la Côte d'Ivoire. Le programme stratégique de l'intégration est un outil de gouvernance qui ambitionne de consolider la position de la Côte d'Ivoire en tant que levier de l'intégration politique, économique et socioculturelle dans la sous-région. La Côte d'Ivoire et la Mauritanie pourront désormais partager leur expérience en matière de contrôle du mouvement des sources et substances radioactives. L'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, l'ARSN de Côte d'Ivoire et la structure homologue de la République islamique de Mauritanie ont officialisé ce cadre de collaboration. La convention de partenariat a été signée à Abidjan, une collaboration qui bénéficie du soutien de l'Agence internationale d'énergie atomique. Walter Amadou Ouattara. Échanger des informations, des bonnes pratiques et des expériences scientifiques. C'est le but majeur de cette signature de convention officialisée à Abidjan entre l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, ARSN de Côte d'Ivoire, et l'autorité nationale jumelle de la République islamique de Mauritanie. Et pour développer en coopération bilatérale, invite notamment de contribuer plus efficacement au renforcement du contrôle des mouvements des sources radioactives et de la formation de nos personnels. Pour le professeur Alphonse Kadjo Kwame, président du Conseil de régulation de l'ARSN de Côte d'Ivoire, ce partenariat est un atout pour former conjointement le personnel des 2 structures. La convention qui couvre la période de 2021-2025 vise plusieurs objectifs spécifiques, parmi lesquels on peut citer la vérification des licences des pays d'origine dans le cas d'une licence d'exportation du pays d'origine de la matière de classe 7, des sources radioactives et la notification des mouvements de sources de catégorie 1 à 3 vers l'un ou l'autre
des deux pays. L'Agence internationale d'énergie atomique, AIEA, a pris part à cette signature de convention à travers une visioconférence. L'AIEA approuve ce cadre fédérateur de la coopération entre l'ARSN Côte d'Ivoire et l'ARSN Mauritanie. Deuxième titre de cette édition, dans sa vision d'amplifier la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de la bonne gouvernance, Epiphane Zorobi-Balo, a échangé hier vendredi avec les ambassadeurs de France et du Canada. Les mécanismes et les appuis nécessaires à la promotion de la bonne gouvernance ont été passés en revue, ceci en vue de renforcer le dispositif de lutte contre la corruption et réduire le volume des malversations. Lancine Bakayoko. Dans sa croisade contre la mauvaise gouvernance, Epiphane Zorobi-Balo a échangé avec l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Claude Demers se félicite de l'excellence des relations entre Yamoussoukro et Ottawa et engage le Canada à accompagner la Côte d'Ivoire. On se dirige vers des activités au terme desquelles le Canada pourrait partager certaines expertises que nous avons développées et mises en œuvre, par exemple, au sein de la fonction du vérificateur général au Canada, qui a un rôle d'audit des institutions gouvernementales, de même que des entreprises étatiques. Sur ces chantiers qui vont permettre d'assurer une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques, l'ambassadeur de la France en poste à Abidjan, Jean-Christophe Béliard, affiche la disponibilité de Paris. Voir comment la France peut soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Nous avons des fonds, notamment de l'AFD sur le C2D, troisième C2D qui est en cours de négociation. Et nous envisageons une enveloppe sur ce thème. Des promesses bien accueillies par le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. L'une des idées fortes sur laquelle nous attendons un appui, c'est le développement d'outils pour pouvoir à terme développer, asseoir une culture d'intégrité au sein des entreprises publiques et parapubliques, au sein de l'administration. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire n'a cessé de renforcer son arsenal de lutte contre la corruption, avec notamment la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, la Cour des comptes ou encore la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. De l'eau potable, difficile d'en trouver. Dans la ville de Daloa, 21 000 m3 d'eau pour d'eau, ce sont les besoins. Voici une estimation bien des besoins quotidiens des populations en eau. La production actuelle est de seulement 9 000 m3. Pour faire face aux 57% de déficit, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, a mis en service 3 unités de production. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville, pour un coût de plus de 23 milliards de francs CFA, ont été lancés à l'occasion. Mahama Traoré. Quartier commerce, plein centre-ville de Daloa. Depuis qu'il passe sa retraite, Célestin et sa famille n'ont pas d'eau dans leur robinet, faute de canalisation. Il y en avait, mais tout est bouché. C'est gâté. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de l'eau. C'est comme ça. Et où on arrive à nous approvisionner, on achète. On achète de l'eau avec les voisins. Situation différente chez les Flancs. Ici, pas de souci sur le réseau d'adduction d'eau potable. Une inquiétude cependant, l'eau ne coule pas en permanence. Depuis ce matin, il n'y a pas l'eau. Quand on coupe l'eau, ça peut faire 2 jours, 3 jours avant qu'on ait l'eau. À l'origine de cette situation, la vétusté des infrastructures et le déficit de production d'eau potable que connaît la cité des Antilopes. Déficit qui s'évalue à 11 000 m3 d'eau sur les 21 000 dont a besoin la ville par jour. Cette situation relève désormais du passé, avec la mise en service ce vendredi de 3 unités de production d'eau potable en mesure de produire 6 000 m3 supplémentaires. Le problème d'eau ne touche pas seulement les populations vulnérables, mais c'est quasiment tout le monde et tous les quartiers. Et donc nous ne pouvons que vous dire encore merci et à travers vous, remercier encore une fois son Excellence, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre Patrick Hachi. Ce n'est pas tout. Des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable ont été lancés par la même occasion. Ainsi, dès 2023, 8 000 m3 d'eau additionnelle seront produites depuis le barrage de Buo pour desservir la 3e plus grande ville du pays. Nous aurons au total 23 000 m3 jour pour un besoin
de Daloa et environ, estimé à 21 000 mètres cubes. Le travail que nous allons démarrer aujourd'hui va permettre de garantir jusqu'en 2040 la production en eau potable de la ville et de ses environs. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville du Daloa vont coûter plus de 23 milliards de francs CFA sur un financement de 170 milliards de francs CFA octroyé à la Côte d'Ivoire par la Chine dans le cadre d'un projet qui concerne 12 grandes villes du pays. Le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, renforce les capacités des acteurs du Fonds vert pour le climat. Ceci à travers le lancement officiel d'un projet. L'architecture de ce projet a été présentée aux différentes parties prenantes. Cette cérémonie marquait le démarrage officiel des activités du projet Fonds vert pour le climat. Jean-Louis Congo. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, affirme davantage sa volonté de prendre une part active à la lutte contre les changements climatiques. Un engagement qui se traduit dans le lancement de ce projet de renforcement de la capacité de toutes les parties prenantes au Fonds vert pour le climat. Depuis la notification du choix du FIRCA comme partenaire de livraison pour ce programme, notre équipe est mobilisée pour la réussite de ce challenge qui engage la Côte d'Ivoire. L'objectif du lancement de ce projet est de présenter à ces parties prenantes l'architecture du programme pays du Fonds vert pour le climat. Un projet qui bénéficie du soutien du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est un projet important qui permettra donc de renforcer les capacités des acteurs, qui permettra de mettre en place un système de collecte de données. Les données peuvent orienter les décisions. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier de l'Organisation des Nations Unies qui vise à transférer des fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables pour mettre en place des projets combattant les effets des changements climatiques. Le Fonds vert pour le climat représente le plus grand fonds climatique au monde. Et il faut continuer de faire attention. La Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 23 juillet 2021, 87 nouveaux cas de Covid-19 sur 2375 échantillons prélevés, soit 3,7% de cas positifs, 69 guéris et 0 décès. À la date donc du 23 juillet 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 49 473 cas confirmés, dont 48 724 personnes guéries, 324 décès et 425 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 761 980 le 22 juillet. 7 855 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées. Un total de 918 433 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et on continue de parler de santé, vivre mieux et longtemps lorsque l'on est atteint du VIH-Sida, c'est possible. Grâce aux traitements antirétroviraux, les organes de presse ont été invités à une session d'orientation sur le changement de perception vis-à-vis du VIH-Sida. L'initiative est du Programme national et de lutte contre le sida, le PNLS. Objectif de cette initiative, faciliter et orienter le public vers de bonnes pratiques et une bonne perception de la maladie. Le sujet est de Salimatou Dia. C'est l'image d'un séropositif amaigri présenté au public dans les années 90. Sur cette autre image, une personne vivante avec le VIH en pleine forme physique ces récentes années. Deux images qui s'opposent et traduisent l'évolution de la situation épidémiologique du VIH-Sida. Vivre mieux avec la maladie, c'est possible et ce grâce aux traitements antirétroviraux. Changer donc la perception du public vis-à-vis de la maladie, c'est l'objectif du Programme national de lutte contre le sida. Dans notre pays, le sida est l'objet encore d'une mauvaise image, est cause de stigmatisation et de discrimination. On peut être infecté par le VIH et vivre sainement grâce au traitement antirétroviral, mener sa vie normalement et vaquer à ses occupations. C'est pour ça que nous devons tous nous mobiliser pour non seulement réduire le nombre de nouvelles infections, mais dépister tous ceux qui sont estimés être infectés par le VIH dans notre pays, les mettre sous traitement
pour espérer donc éliminer le sida dans notre pays à l'horizon 2030. Afin de mieux relayer cette information, le programme mise sur les organes de presse qui ont été invités à une session d'orientation. C'est cette perception négative de la maladie qui est ancrée dans les esprits depuis de nombreuses années que nous voulons changer par ces séances de communication que nous allons amplifier à l'endroit de la population pour leur dire que le sida, ce n'est plus une maladie mortelle comme il y a quelques années, mais c'est une maladie avec laquelle on vit. Hommes et femmes des médias, outillés à cet effet, entendent jouer leur rôle. Pour nous, journalistes, c'est de vraiment, à travers nos écrits, nos productions, de davantage sensibiliser la population sur cette maladie du VIH-Sida qui est encore d'actualité. Ne pensons pas qu'avec la COVID-19, elle a disparu. Elle est bien présente et c'est la bataille et nous sommes engagés vraiment avec cette initiative. Il va s'agir d'orienter une communication nouvelle, de dire à la population de ne pas avoir peur, n'est-ce pas, des personnes contaminées. Il faut vivre avec eux, les accompagner, les aider, n'est-ce pas, à s'intégrer dans la société pour que leur vie aussi puisse être boostée comme pour nous autres et être à l'aise. En dépit des objectifs 3x90 non atteints, le programme national de lutte contre le sida note tout de même une baisse de la prévalence VIH qui est fixée à 2,1% en 2020 contre 2,5% en 2015. Et on parle de religion à présent. Les fidèles de la communauté nationale islamique de Paris se sont rendus nombreux à la prière de l'Aïd el-Kébir. La fête de la cohésion et le vivre ensemble était au cœur de ce rendez-vous et surtout du serment prononcé par l'imam qui a invité la communauté musulmane dans son ensemble à être les artisans de paix et à prôner la paix et la cohésion sociale. Un reportage commenté par Franck Quadio. La communauté musulmane, chapeautée par le Conseil national islamique de Paris en France, a célébré la fête de la Tabaski à travers les 2 rakats de la prière de l'Aïd el-Kébir, prière qui a eu lieu le 10 du mois du Daou al-Hijja, le dernier mois du calendrier hégirien, le calendrier musulman après Waqfa Arafat ou la station sur le mont Arafat qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. C'était à Saint-Denis. À l'issue de la prière, l'imam Siaka Balo, dans son sermon, a exhorté les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de les inviter à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement ainsi que pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. La paix, la réconciliation, la solidarité, l'amour, la tolérance et la cohésion sociale étaient également au cœur de ce sermon. Les propos de l'imam, appuyés par Ali Touré, parrain du Conseil national islamique, et par le représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Profitant de l'occasion, les diplomates ont demandé à la communauté musulmane de Paris de prier afin que disparaisse définitivement de nos pays la pandémie à coronavirus, la Covid-19. Et après ces prières, retour en Côte d'Ivoire. Après avoir patienté pendant presque 3 ans, les habitants du village de Gokra, village situé dans la sous-préfecture de Bogué, ont désormais un chef. Il a été installé dans la pure tradition. À Bété, c'était en présence des représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Une installation qui vient consolider l'unité des fils et filles de ce village et amorcer un nouveau départ pour son développement. Eugène Atoubé. Jour de fête à Gokra. Ce village de la sous-préfecture de Bogué dans le département de Daloa écrit une nouvelle page de son histoire. L'installation du nouveau chef de Gokra a mobilisé filles, fils, cadres de ce village, autant que ceux des localités voisines au nom de l'appartenance à la même culture. Dans la ferveur totale et au rythme du Tohourou, le nouveau chef de Gokra fait son apparition. Traoré Étienne, désigné pour diriger ce village, est installé par ses neveux dans le respect scrupuleux de la tradition en pays Bété. Il ne doit pas s'asseoir dedans. 2 L'installation de Traoré Étienne met fin à 3 années de vacances du pouvoir à Gokra. En cause, les palabres à n'en point finir, en raison de l'incapacité à s'accorder sur l'homme capable parmi les fils et cadres de Gokra de succéder au chef de feu. Une situation mal vécue par les populations et préjudiciable à Gokra,
ou faute d'interlocuteurs dans les rapports de ce village avec les autorités administratives de tutelle, cette localité de forte production agricole n'a pas bénéficié de nouveaux projets de développement. Une parenthèse que fils et ressortissants de Gokra s'emploient à oublier et prendre comme défi à relever pour amorcer une nouvelle marche. Par le passé, il y avait 3 chefs. Un chef à Kraka, un chef à Gossa et un 3e chef central qui coiffe tout le monde, qui est encore de Gossa. J'ai refusé et j'ai donné une idée d'avoir un seul chef du village. Quel que soit tout ce qui va se passer dans le village, qu'il arrive à maîtriser le village pour que la paix se manifeste entre nous. Le chef que nous intronisons symbolise l'unité de ce village. Et pour nous, c'est en même temps notre chef, notre père et l'instrument de la paix et de développement du village. Le nouveau chef de village adhère à cette démarche et s'engage à mobiliser autour de lui filles, fils et cadres, ainsi que les forces vives, au nom du développement et du progrès de Gokra. Construire d'abord l'unité du village. Et dans la construction de l'unité de ce village, je dois tenir compte de toutes les communautés qui habitent ce village pour que nous puissions aller aisément au développement. Gokra est un gros village qui séduit par son cosmopolitisme et sa démographie. Plus de 10 000 habitants vivant dans une parfaite harmonie. Gokra est né du regroupement de 2 villages. Gossan, terre natale de Marie Corée, figure de proue de la lutte pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire, et Kakra. C'est dans ce village qu'a vu le jour un certain Pablo de Gokra, artiste tradi moderne grâce à qui le Touru, rythme du pays BT et particulièrement de la région de Daloa, a acquis ses lettres de noblesse. Voilà, la fête fut belle à Gokra et loin des champs du pays BT. Parlons à présent de sport. Le COCAN à 2023, depuis sa prise de fonction le 21 juin dernier, le président du COCAN, François-Albert Amichia, multiplie les rencontres avec les différents ministères concernés par l'organisation de la CAN 2023. Le mercredi dernier, les questions d'hébergement, les questions de restauration, de loisirs étaient au centre de ces échanges. Albert François Amichia et Siandou Fofana se sont parlé. Le reportage de Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Resso. Les questions d'hébergement, restauration et loisirs des participants à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 étaient au cœur de cette rencontre d'échange entre François-Albert Amichia, président du COCAN, et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Entouré par les responsables des différentes commissions techniques, François-Albert Amichia a exprimé quelques préoccupations relatives aux villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, devant abriter les compétitions. En réponse aux préoccupations du président du COCAN, Siandou Fofana a fait l'état des lieux de l'existant en termes d'hébergement hôtelier et de restauration avant de présenter le dispositif mis en œuvre et les projets pilotés par son ministère. Il y a la construction de 6 hôtels au cours de... avec la garantie souveraine de l'État, il va y avoir une levée de fonds et donc on a déjà identifié les banques qui sont prêtes à apporter les ressources. C'est une opportunité qui nous est donnée et donc l'idée ici c'est de faire en sorte que ces travaux s'achèvent avant la CAN. On procède en ce moment à l'acquisition d'un bateau qui est une exclusivité mondiale qui vient avant la fin de l'année et c'est un bateau de 11,50 mètres qui abrite des chambres de luxe avec une piscine et des clubs de cigares, des bars et des clubs de détente. Le ministre Siandou Fofana a également annoncé la construction d'hôtels de 4 à 5 étoiles selon l'importance des villes, le lancement d'un concours de gastronomie en vue de labelliser les restaurateurs officiels et la mise sur pied de circuits touristiques propres aux différentes localités d'accueil. D'office, tous les directeurs régionaux recevront des notes circulaires pour être à la disposition du COCAN et que toute visite du COCAN qui arrive, qui se rende totalement disponible et soit partie prenante. Et à partir de ce moment-là, qui se considèrent comme des points focaux
en charge de l'hébergement et de la restauration pour répondre au comité central. Le président du COCAN s'est dit satisfait et rassuré des informations reçues à l'issue de la rencontre. Dans l'actualité internationale, en Inde, au moins 76 personnes ont été tuées lors de divers incidents liés aux pluies de mousson dans l'ouest du pays. C'est ce qu'ont indiqué ce samedi les autorités locales. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les pluies torrentielles ont souvent coïncidé avec des marées à fort coefficient, des libérations de forts volumes d'eau de barrage sous pression, provoquant des glissements de terrain, des inondations et des éboulements d'édifices divers. À Bombay, la capitale, au moins 59 personnes sont portées disparues. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23h pour la dernière édition de la journée. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.